Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Dans une nouvelle étude, Knight Frank étudie les conséquences possibles du PLU bioclimatique pour le marché immobilier parisien et notamment l'immobilier de bureau. Même si cette analyse est amenée à évoluer puisque l'approbation finale du document n'est prévue que d'ici fin 2024 ou début 2025, il n'en reste pas moins intéressant de pouvoir d'ores et déjà analyser les tendances qui se dessinent et notamment la volonté très claire de la majorité municipale de réduire la place des bureaux à Paris. Pour ce faire, j'ai eu le plaisir de recevoir au micro David Bourla, directeur des études chez Knight Frank France. David Bourla, bonjour. Bonjour. Le nouveau plan local d'urbanisme de la capitale a été adopté par le Conseil de Paris le 5 juin dernier. Ce document marque une vraie rupture et il est écrit dans l'étude de Knight Frank qu'il s'agit là d'un changement d'orientation assez net par rapport aux précédents documents d'urbanisme. Et encore, ce site devra être complété par le SDRIF, le schéma de cohérence territoriale d'Île-de-France, également en cours de modification. À lire tout cela, on se dit que le contexte est au changement et au changement plutôt radical à Paris, côté immobilier. En effet, Anne-Sandrine, oui. Ce nouveau document marque une rupture sur plusieurs points. Oui. Alors, on a évidemment des choses qui sont assez liées à ce qui avait été révisé lors de la dernière révision du PLU en 2016, oui. Notamment sur la production de logements sociaux. Donc ça, on est plus dans le droit fil de cette révision avec un accent encore plus marqué sur cet aspect-là. Mais dans différents domaines, on a effectivement une sorte de rupture avec les précédents documents d'urbanisme parisiens, notamment sur l'aspect du développement économique, qui est un sujet qui est relativement peu abordé. On met vraiment l'accent sur la production de logements abordables. Autre rupture importante aussi sur le fait que la construction neuve doit vraiment devenir effectivement l'exception et non plus la norme, alors qu'à l'inverse, on doit vraiment tout mettre sur la réhabilitation de l'existant. Oui, ça veut dire qu'on va limiter drastiquement les créations de mètres carrés en fait. Oui, tout à fait. Partout ? On va réduire drastiquement les créations de mètres carrés dans toute la capitale, y compris dans des secteurs qui potentiellement étaient encore urbanisables. Et là, c'est encore aussi une vraie rupture avec les précédents documents d'urbanisme, puisque depuis 20 ans, on avait massivement urbanisé certains territoires aux marges de la capitale. Oui. Je pense notamment au nord-est de Paris, je pense à la ZAC Paris-Rive-Gauche, où on a créé, depuis la création de cette ZAC, plus de 600 000 m² de bureaux. Aujourd'hui, clairement, c'est plus du tout l'objectif de la ville, c'est plutôt de sanctuariser ces territoires, et non seulement de limiter la création de mètres carrés dédiés à l'activité économique, mais également dédiés parfois au logement. Si je prends l'exemple de la ZAC Berchy-Charenton, qui était le dernier grand foncier urbanisable de la capitale, on est aussi revenu très nettement à la baisse sur certains objectifs de production de nouveaux logements. Ce nouveau PLU, et l'étude que vous avez menée le met fortement en exergue, il met en lumière une volonté très forte de réduire aussi la place du bureau à Paris, en fait. Par quel biais est-ce qu'on s'y prend ? Alors, c'est effectivement l'une des classes d'actifs les plus touchées par ce nouveau PLU. La première, c'est évidemment le logement, mais là, on est plutôt dans l'optique de créer davantage de logements sociaux et abordables. Sur les bureaux, clairement, c'est un actif qui prend une place centrale d'un nouveau PLU pour en réduire la place à Paris. Non seulement ne pas créer de nouveaux mètres carrés de bureaux ex nihilo, mais même en réduire la place au travers de deux principales dispositions. Alors, la première, qui est ce qu'on appelle la servitude de mixité fonctionnelle, qui fait que dans chaque immeuble de bureaux de plus de 5000 mètres carrés, il faudra créer 10% de logements, et notamment de logements sociaux, évidemment, dans les secteurs tendus. Et puis, un autre dispositif qui est celui des emplacements réservés, les fameuses pastilles dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, qui n'est pas un dispositif nouveau qui existait déjà, mais qui prend une nouvelle ampleur, avec beaucoup plus de d'immeubles de bureaux, pastillés. Est-ce que ces deux dispositifs sont en droit clairement définis et est-ce que tout cela va pouvoir se faire sans heurts, je dirais ? Alors, les emplacements réservés, donc les pastilles, ça existait déjà. Il y en avait déjà plusieurs centaines dans le précédent PLU parisien. Donc ça, c'est clairement identifié. C'est un outil que les municipalités, et pas seulement Paris, utilisent depuis longtemps. Oui, mais la cible est différente quand même. Alors, ce qui change avec ce nouveau PLU, c'est que ça concerne beaucoup plus d'immeubles appartenant à des propriétaires institutionnels,
Alors qu'avant, c'est vrai que sur les objectifs de transformation de bureaux existants en logement, on ciblait avant tout le foncier public. Oui. Et donc, avant, il y avait quand même une sorte de gentleman agreement, en fait, autour du dispositif, alors que là, pour cette fois-ci, on se rend compte que les investisseurs privés auront à répondre à quelque chose de nouveau, quand même, pour eux. Alors, c'est clairement un reflet des nouveaux rapports de force au sein de la majorité municipale, puisque la maire de Paris dépend beaucoup plus de ses alliés dans l'exécutif parisien. Et c'est pour cela aussi qu'on vise beaucoup plus qu'avant les propriétaires privés, aussi parce qu'il y a un objectif tellement important de création de logements dans l'ouest de Paris qu'on s'attaque à un patrimoine de bureaux qui est très important au cœur même de cet ouest parisien. Est-ce qu'il y aura, par exemple, aussi des possibilités de faire des recours, par exemple, contre ces dispositions quand on est propriétaire ? Alors, il y a différentes façons d'échapper à ce pastillage. Plus d'avantages que d'échapper à la servitude de mixité fonctionnelle, mais ça, on pourrait y revenir parce que c'est un point très important. Sur le pastillage, on peut y échapper si on prouve que techniquement, il est impossible de créer du logement à partir de la conversion de bureaux. Bon, ce qui est assez peu probable parce que ça concerne quand même beaucoup de l'haussmanniens qui, à l'origine, étaient du logement. Oui. L'autre façon d'y échapper, la principale façon d'y échapper, c'est ce qu'on appelle le droit de délaissement. C'est-à-dire que le propriétaire d'un immeuble du bureau pastier peut demander à la ville de racheter son immeuble au prix du marché. Donc c'est le juge de l'expropriation qui va en fixer la valeur. Et si la ville décide de ne pas donner suite et de ne pas acheter ce bien, le propriétaire peut faire à nouveau ce qu'il souhaite de son immeuble. Sachant que la ville est très endettée. Sachant que la ville est endettée, mais qu'elle a augmenté le budget dédié aux préemptions. Mais l'autre important, je dirais que le pastillage n'aura pas forcément un effet très important. Il en a un aujourd'hui parce qu'il crée de l'incertitude, de l'incompréhension et que les investisseurs ont horreur de l'incertitude, surtout dans le contexte actuel où le marché est déjà vraiment affaibli par la remontée des taux d'intérêt. Mais dans une interview récente, l'adjoint au maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a quand même indiqué que sur les 400 et quelques immeubles de bureaux pastillés, si la ville en activait une dizaine en 10 ans, la ville serait très contente. Donc finalement, on voit que la portée ne sera pas forcément aussi importante que ça. C'est vraiment, je pense plus à mon sens, de l'affichage politique. En revanche, la question de la servitude de mixité fonctionnelle, ça c'est un sujet qui est très important, puisqu'il s'agit donc dans tous les immeubles de plus de 5000 m² dédiés à l'activité économique, et donc les bureaux, de créer 10% de logements, et notamment du logement social. Donc ça, on ne peut pas y échapper comme le pastillage avec le droit de délaissement. On peut éventuellement y échapper en ayant compensé dans son patrimoine, en faisant déjà de la transformation finalement de bureaux en logement. Mais encore, c'est quelque chose qui est encore assez flou dans le règlement de PLU qui a été voté au Conseil de Paris. Et il faut attendre d'en savoir un peu plus sur ce point-là. Mais potentiellement, c'est quelque chose qui peut avoir beaucoup plus d'impact que le pastillage. Pour les investisseurs en immobilier tertiaire, par exemple, comment est-ce que je peux me projeter par rapport à ce document ? Comment est-ce que je peux envisager de continuer à investir dans le tertiaire ou à bien gérer mes actifs en ce moment ? Alors déjà, tous les biens tertiaires parisiens ne sont pas touchés. Oui. À partir du moment où vous n'êtes pas pastillé, où vous avez un immeuble récemment restructuré, donc où vous n'aurez pas besoin dans l'immédiat de faire une opération de rénovation lourde, ou si votre immeuble fait moins de 5000 m², finalement, il y a assez peu d'impact sur votre patrimoine. Et au contraire, c'est un patrimoine qui pourrait prendre encore plus de valeur parce que avec l'incertitude liée au PLU, on va sans doute avoir moins de lancements, en tout cas à court terme, de projets de restructuration qui va encore affaiblir le volume de l'offre disponible de bureaux à Paris, sachant qu'on est déjà sur un taux de vacances très bas. Dans le QCA, on est aux alentours de 2,5% de taux de vacances. Donc les loyers sont déjà en train de progresser relativement fortement et on peut estimer qu'avec cette incertitude liée au PLU, peut-être une diminution à venir de nouveaux projets de restructuration, et les gagnants, ce seront vraiment ceux qui ont des immeubles de bureaux existants, récemment restructurés et qui n'ont pas été pastillés. Donc pour vous, il n'y aura pas d'effet psychologique négatif sur les investisseurs ? Alors, il y en a un depuis quelques mois quand même, parce que ça crée effectivement beaucoup d'incertitudes, notamment sur les immeubles de plus de 5000 m², qui sont quand même relativement nombreux, en particulier dans le QCA. Donc ça crée de l'incertitude. Comme je le disais, les investisseurs ont horreur de l'incertitude, surtout aujourd'hui.
parce que vous avez la remontée des taux d'intérêt, parce que vous avez des interrogations liées aussi à l'évolution de l'usage des bureaux avec le boom du télétravail. Donc effectivement, ça peut avoir un impact qui est non négligeable. Il peut aussi y avoir des opportunités, ce dont je parlais au sujet des immeubles non concernés par le pastillage, récemment restructurés, de moins de 5000 m², etc., qui vont pouvoir optimiser leur valeur locative. Ça peut créer des opportunités aussi pour des marchés de première couronne proches de Paris, qui vont peut-être bénéficier du report d'utilisateurs qui se verront contraints par une offre très limitée de bureaux dans Paris. Donc, ce n'est pas uniquement une menace. Oui. Il y a certes des menaces et beaucoup d'incertitudes, mais ça peut aussi générer des opportunités. Et puis rappelons quand même que la capacité d'attraction du marché parisien, elle reste très importante, que s'agissant du PLU, on est sur quelque chose qui est à très long terme, et que cette capacité d'attractivité, si elle peut être un peu entamée aujourd'hui, sur le long terme, on peut penser quand même qu'elle va demeurer assez forte. Donc selon vous, le marché des bureaux à Paris va garder son dynamisme et va pouvoir évoluer positivement? Alors oui, de façon générale, on est sur un marché qui a plutôt été conforté par la crise sanitaire, avec une demande des utilisateurs qui est toujours très forte, un vrai besoin de bureaux centraux, bien connectés au transport, qui sont dans un environnement très favorable, très qualitatif. Donc ça, je pense que ça ne va pas évoluer. Vous avez aussi tout un tas de secteurs d'activité, typiquement le luxe, la finance, le conseil, qui sont très attachés à une adresse parisienne, qui sont pour la plupart quasiment captifs et qui vont rester très centrés sur le marché parisien. De la même façon, ça reste un marché important pour les investisseurs parce que s'ils ont perdu un peu en lisibilité à cause du nouveau PLU, sur le long terme, encore une fois, on voit bien que le marché parisien va rester très liquide avec une demande d'utilisateurs qui va rester importante. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, évidemment, rassure les investisseurs sur le long terme. J'aimerais qu'on termine avec une question plus générale, en fait, presque de sociologie. Est-ce que, selon vous, ce PLU bioclimatique va influer sur la manière de vivre, de travailler à Paris, en fait, sur les usages qui sont faits par les Parisiens de leur espace et de leur immobilier? Alors, c'est peut-être un peu trop tôt pour en parler, parce qu'il y a encore beaucoup d'interrogations sur ce nouveau PLU. Après, c'est un document qui touche vraiment à tous les usages de la ville. Donc, on a beaucoup parlé des bureaux pendant cet entretien, mais ça concerne aussi le commerce, la livraison, la logistique, etc. L'un des principaux sujets, ce sera est-ce que ce PLU pose les conditions pour redresser la démographie parisienne? C'est quand même un vrai sujet. Paris a perdu près de 5% de sa population en 10 ans. Donc, est-ce que ça peut inverser les tendances? Est-ce qu'il peut créer les conditions, finalement, d'une vie plus agréable à Paris, à la fois pour les résidents, mais aussi pour ceux qui vivent cette ville à travers leur emploi, le commerce, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet également. Donc sur leur manière de vivre, mais aussi sur l'aspect économique des choses, en fait. L'enjeu, c'est quand même de garder un certain dynamisme à la ville. Oui, tout à fait. C'est de garder une certaine attractivité. Notamment par rapport aux régions qui sont en train de se développer. Tout à fait, une attractivité économique, alors qui va demeurer parce que le poids de Paris et de l'Île-de-France est tellement important que s'il y a rééquilibrage avec les régions, ce qu'on voit depuis 2 ou 3 ans, et ce qui est réel, c'est un rééquilibrage qui reste quand même limité. La puissance économique de la France reste quand même en grande partie concentrée à Paris et en Île-de-France. Ce qu'on peut voir éventuellement, c'est un rééquilibrage au profit de certains secteurs d'Île-de-France. Je parlais tout à l'heure de certains marchés de bureaux en première couronne, notamment à l'ouest, des marchés comme Neuilly, comme Issy-les-Moulineaux, comme Boulogne, voire la Défense, qui peuvent aussi profiter de certains reports d'utilisateurs qui ne trouveraient plus à se loger dans Paris. Et là, justement, il y a aussi des opportunités pour des investisseurs qui sont prêts à voir au-delà de l'impact très court-termiste de ce PLU et voir justement quelles pourraient être les opportunités générées pour d'autres territoires que Paris et l'ouest parisien en particulier. Donc voyons positif avec ce document et puis envisageons l'avenir de la ville et de ses habitants au fond. Exactement, et puis attendons aussi d'en savoir plus sur certains dispositifs du PLU puisque, comme vous le disiez, il a été adopté récemment, mais il ne sera définitivement approuvé que fin 2024 ou 2025. D'ici là, il y a une enquête publique qui va avoir lieu. Donc le document pourrait encore être modifié, clarifié, et on attend justement certains éclaircissements sur ces dispositions liées au bureau.
David Bourla, merci. Merci à vous.